Bonjour, aujourd'hui on s'attaque à une technologie qui promet de tout changer dans notre façon de voyager, l'Hyperloop. Imaginez un peu, traverser la Californie en à peine plus d'une demi-heure. C'est cette question, un peu folle, qui a remis l'Hyperloop sur le devant de la scène. Une promesse de vitesse quasi supersonique au sol qui a fasciné tout le monde. Alors voilà, ça c'était en 2013. Plus de 10 ans ont passé. Entre les promesses incroyables et la dure réalité, où en est-on vraiment en 2026? Le rêve est-il en train de devenir réalité ou de prendre la poussière? C'est ça qu'on va voir ensemble. Bon, pour bien comprendre où on en est aujourd'hui, il faut faire un petit retour en arrière. D'où vient cette idée au juste? Alors, pour rappel, le principe de l'hyperloop est assez simple à comprendre. Vous prenez un long tube, vous enlevez presque tout l'air à l'intérieur pour créer un quasi-vide, et dans ce tube, vous faites voyager des capsules, des pods. L'énorme avantage, pratiquement plus de résistance de l'air, donc on peut atteindre des vitesses de dingue en utilisant beaucoup moins d'énergie. Et ce qui est fou, c'est que l'idée ne date pas d'hier, loin de là, hein. Déjà en 1972, une étude sérieuse disait que c'était possible. Mais il a fallu attendre le fameux document Hyperloop Alpha de 2013 pour que ça mette vraiment le feu aux poudres. Et aujourd'hui, en 2026, on est en pleine accélération. On passe enfin des schémas sur papier à de vrais tests grandeur nature. Mais attention, l'Hyperloop qu'on construit aujourd'hui n'est plus exactement celui qu'on imaginait en 2013. La technologie a pris un virage assez important. Regardez bien ce tableau, c'est très parlant. Au départ, l'idée était de faire flotter les capsules sur des coussins d'air, un peu comme un palais sur une table de air hockey géante. Malin, mais en pratique, c'était trop complexe et ça consommait trop d'énergie. Du coup, l'industrie a changé son fusil d'épaule. Aujourd'hui, presque tout le monde mise sur la lévitation magnétique, le fameux maglev, une technologie bien plus maîtrisée. Et ça, c'est vraiment le changement fondamental à retenir. On est passé de flotter sur de l'air à flotter sur des aimants. Et en faisant ça, le vrai défi a changé. La question n'est plus seulement comment aller très vite en ligne droite, mais plutôt comment on crée un vrai réseau avec des aiguillages et des changements de direction à haute vitesse. Et bien sûr, ce changement technique a lancé une véritable course mondiale. Et c'est là que ça devient super intéressant, parce qu'on a deux grandes stratégies qui s'opposent. D'un côté, il y a la Chine, avec son projet T-Flight. Eux, leur objectif, c'est la vitesse pure, battre des records. De l'autre côté, on a l'Europe, qui se concentre sur autre chose, la capacité à créer un réseau fonctionnel avec des interconnexions, ce qu'on appelle la networkabilité. Et il faut être clair, côté vitesse, la Chine est loin devant. Ils ont déjà pulvérisé le record avec plus de 623 km/h. Et attention, c'était juste dans un tube d'essai de 2 petits kilomètres. L'objectif final, c'est d'atteindre les 1000 km/h. Rien que ça. Oui, mais voilà, la vitesse ne fait pas tout. C'est bien beau d'aller vite, mais si on ne peut faire qu'une seule ligne droite entre un point A et un point B, ça limite l'intérêt. C'est exactement ce que souligne le Centre européen. Sans un système de changement de voie fiable, pas de vrai réseau de transport. C'est la clé de tout. Toute cette course à la technologie nous amène à une question très concrète. Au final, qui, ou plutôt quoi, voyagera en premier dans ces tubes? Et là, il y a une idée qui gagne de plus en plus de terrain. Et si les premiers passagers de l'Hyperloop n'étaient pas des humains, mais des colis? De plus en plus d'experts pensent que le fret pourrait être la clé pour rendre le projet rentable à ses débuts. Et quand on y réfléchit, c'est assez logique. D'abord, les normes de sécurité sont beaucoup plus simples pour des marchandises que pour des personnes. Ensuite, fini les bouchons sur l'autoroute ou les retards à cause de la météo. Et enfin, l'impact écologique est potentiellement énorme, avec une vraie promesse de décarboner la logistique. Regardez-moi ces chiffres, c'est ça la révolution. Un camion, c'est 95 km/h en moyenne. Un train de fret, à peine 80. L'Hyperloop, c'est potentiellement plus de 1100 km/h. On ne parle plus d'une simple amélioration, c'est un changement de dimension pour le transport de marchandises. Bon, tout ça, c'est la partie qui fait rêver. Mais il faut rester lucide. Avant de voir quoi que ce soit filer dans ces tubes, il y a un sujet incontournable, l'argent. Le chemin est encore très long et surtout, il va coûter extrêmement cher. Pourtant, le marché, lui, est déjà en pleine ébullition. Historiquement, l'Amérique du Nord a la plus grosse part du gâteau grâce aux investissements de la première heure. Mais la dynamique la plus folle, la croissance la plus rapide, elle se trouve en Asie-Pacifique, tirée bien sûr par les ambitions colossales de la Chine. D'ailleurs, les projections donnent le tournis. On parle d'un marché qui pourrait peser près de 15 milliards de dollars d'ici 2030. Ça montre bien que les investisseurs y croient. Mais attention à ne pas tout mélanger. 15 milliards, c'est la valeur du marché. Le coût pour construire l'infrastructure, c'est une autre histoire.
Pour donner un ordre de grandeur, un réseau à l'échelle de l'Europe s'est estimé à plus de 800 milliards d'euros. 800 milliards, le chiffre est juste astronomique. Alors, avec des coûts pareils, on ne va évidemment pas construire tout ça en un jour. Le calendrier est très prudent. D'abord, des projets de test jusqu'en 2030. Ensuite, les toutes premières lignes commerciales, si tout va bien, pas avant 2035 ou 2040. Et pour avoir un vrai réseau interconnecté, il faudra sans doute attendre 2060, voire plus tard. La bonne nouvelle, c'est que ça n'avance pas que sur le plan technique. Ça bouge aussi côté réglementation, et c'est absolument crucial. Par exemple, tout récemment, en février 2026, l'Europe a lancé des travaux pour créer des normes de sécurité communes. C'est un pas indispensable. Un hyperloop qui devrait s'arrêter à chaque frontière n'aurait aucun sens. Donc, pour résumer, les grands défis qui restent, c'est quoi? 1. Trouver des montagnes d'argent. 2. Que tout le monde se mette d'accord sur les mêmes règles du jeu. 3. Prouver qu'entretenir le vide dans des milliers de kilomètres de tubes ne coûte pas une fortune. Et 4. Le défi technique numéro 1, maîtriser ce fameux aiguillage à haute vitesse. Au final, la grande question reste posée. L'Hyperloop, est-ce la prochaine révolution de nos transports ou bien le projet d'infrastructure le plus ambitieux et le plus démesuré jamais imaginé? Le potentiel est là, c'est certain, mais les obstacles sont d'une ampleur inédite. On verra dans les prochaines décennies si ce rêve d'ingénieur deviendra une réalité pour nous tous. Merci d'avoir suivi ce décryptage.